Bonjour à tous et puis merci de cette invitation. Donc l'idée, ça a été de réfléchir au fond aux relations entre jeux vidéo et littérature ou livres à partir de travaux donc, que je mène au sein d'Expéris en travaillant effectivement beaucoup sur le jeu vidéo et en ayant un intérêt. Alors c'est peut-être ça qui va faire que je serai un peu décalé, mais un intérêt plutôt pour les pratiques que pour les objets, même si justement j'ai essayé de jouer le jeu en m'intéressant un peu aux objets et moins aux discours, aux pratiques, à ce que les gens font concrètement. Et puis de réfléchir au fond à ces relations entre jeux vidéo et littérature jeunesse, livres, romans en général peut-être, bande dessinée également. Donc il y a une partie qui est un peu de ce que je vous présentais, qui est un peu expérimentale, et puis d'autres qui s'appuient vraiment sur les travaux que j'ai menés, et tout particulièrement sur les romans Warcraft. Donc sur cette question, d'essayer de comprendre les relations entre jeux vidéo et littérature, voire même narration, un sens un peu différent, il me semble qu'on peut, c'est une des questions à laquelle je vais essayer d'apporter des éléments de réponse ou d'analyse, et puis en fait aller vraiment sur ce que j'ai travaillé plus spécifiquement dans le cadre d'une thèse, qui est la réception en fait de certains romans. Donc, il me semble qu'à la question quel type de relation on peut distinguer, il me semble, enfin, en travaillant donc sur le jeu vidéo et connaissant plutôt la littérature, on va dire des game studies, qui sont donc le champ qui se veut lié au cultural studies, mais quand on regarde quand même disciplinairement, il y a quand même un écart assez grand avec le département de Birmingham, mais bon, quand on regarde un peu ce qui se dit dans la littérature sur le jeu vidéo, il me semble qu'on peut distinguer au moins deux types de relations entre jeux vidéo et livres. Tout d'abord, une relation théorique, peut-être parfois scolastique, c'est-à-dire d'essayer de penser le jeu vidéo théoriquement en termes de dispositif, essayer de voir, alors ça a été évoqué un peu aujourd'hui, l'importance du texte, est-ce que ça fait récit, est-ce que ça fait narration. Donc là, il y a un débat que je vais essayer de vous retracer brièvement. Et puis des relations, on va dire, peut-être plus empiriques, hein, en termes de contenu, d'univers fictionnel. On va voir des phénomènes de circulation des livres adaptés en jeux vidéo. Et puis, plus tardivement, et je vais m'appuyer sur les travaux de mon collègue à droite, sur l'adaptation en fait, de jeux vidéo en livres. Et puis, je terminerai en fait, ce qui est mon cœur de métier, hein, mon fonds de commerce, qui est au fond l'analyse des pratiques culturelles, et en vous montrant un peu comment ces types de romans, on peut les comprendre moins d'un point de vue, on va dire, internaliste, c'est-à-dire quel type de relation, moins sémiologique, que de voir comment c'est reçu, c'est discuté, débattu par les lecteurs de romans, là en l'occurrence de romans World of Warcraft. Alors, quand je vous disais qu'il y a une relation d'abord entre jeux vidéo et littérature, il me semble qu'elle apparaît très tôt dans la littérature sur le jeu vidéo. Et quand on regarde un peu les premiers travaux, donc on en a à fin des années 80, début des années 90, c'est d'abord les études littéraires qui vont produire des recherches sur le jeu vidéo. Alors là, je vous ai fait un triangle, je sais pas, Alexis Blanchet, je le montre, ça fait 3 colloques où je l'utilise, il faut que j'arrête. J'utilise un autre truc, hein, mais normalement, quand Blanchet est là, il se fout de moi, parce qu'en plus, en sciences de l'élu, qu'on adore les triangles, hein, le triangle didactique, le triangle, voilà. Mais bon, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est l'état un peu du champ scientifique sur le jeu vidéo, avec une importance accordée quand même au dispositif aujourd'hui. La majorité des travaux analysent les relations internes, comment ça produit des images, du texte, des expériences, et on peut répartir un peu les travaux sans qu'il soit... Il y en a qui essaient de tenir un peu tout, hein, mais voilà, et quand on regarde la littérature historiquement, effectivement, les premiers travaux relèvent des études littéraires, avec l'idée que le jeu vidéo est un récit, alors on verra, un non-récit, une nouvelle forme de récit. J'essaierai de retracer vraiment très brièvement là-dessus. Et puis, donc si chez les anglo-saxons, ils ont vraiment une vision du jeu vidéo comme un dispositif, donc on va s'intéresser aux règles, au graphisme, aux relations entre graphisme et règles, aux interfaces matérielles.
Il me semble qu'on a en France un intérêt, enfin plutôt accordé au play, aux pratiques. Il y a Mathieu Triclot qui proposait la notion de play studies, que je suis complètement là-dessus. Et puis, malgré ces différences-là, hein, entre ceux qui vont s'intéresser aux industries culturelles, ceux qui vont s'intéresser plutôt aux dispositifs ou ceux plutôt aux joueurs, il semble quand même qu'il y a une convergence aujourd'hui autour de la notion d'expérience. C'est-à-dire qu'on va essayer de penser le jeu vidéo dans un rapport d'expérience, mais on va quand même retrouver ces trois niveaux de différence avec ceux qui vont vous dire c'est des expériences designed, c'est-à-dire que c'est le dispositif qui construit des expériences. Au fond, ça rejoint un peu la discussion qu'on avait sur les livres dont vous êtes le héros. Le passage d'un livre dont vous êtes le héros où on peut tricher en mettant ses doigts pour revenir en arrière, et puis le passage sur tablette où on ne peut plus mettre les doigts pour revenir en arrière. On voit bien que l'expérience qui est produite, elle est design, elle est constituée par le dispositif lui-même. Mathieu Triclot, lui, essaie de tenir. Moi, je ne suis pas là. C'est le centriste des. C'est le François Bayrou. Non, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est-à-dire que lui, il essaie de tenir l'idée qu'il y a bien des expériences, des pratiques de jeu, mais qui sont quand même configurées par il va parler d'expériences instrumentées ou de régimes d'expérience. Et puis, on voit aussi une littérature se développer qui continue hein, sur le jeu vidéo comme média, avec l'idée qu'il est pris dans des expériences transmédiatiques. C'est-à-dire qu'il est devenu un élément de ces expériences transmédiatiques, transfictionnelles. Vous me pardonnerez, je ne suis pas toujours très au point sur les conceptualisations. Mais bon, j'essaie de me tenir un peu à jour. Alors, rapidement, sur cette relation hein, jeu vidéo récit, donc je vous disais, elle apparaît assez tôt dans la littérature, et puis on va avoir trois réponses qui vont émerger. L'une qui va vous dire, oui, les jeux vidéo partagent des propriétés communes. Une autre va vous dire, non, c'est du non-récit. Le jeu vidéo relève d'une autre logique, la simulation, par exemple. Et puis, une troisième perspective, on pourrait dire aussi centriste, qui va essayer de comprendre, en fait, d'essayer de développer un vocabulaire critique ou conceptuel pour parler des formes de récit que propose le jeu vidéo. Il me semble qu'on retrouve un peu ce débat-là qu'il y a eu aussi sur le livre dont vous êtes le héros. Est-ce que c'est du récit, pas du récit? Qu'est-ce que le fait qu'on ait des choses non linéaires interroge en fait notre façon de penser la narration, le récit et la scénarisation. Donc cette idée de la narration, du jeu vidéo pensé comme narration, elle apparaît, il me semble que les travaux Hamlet on the Holodeck, les travaux de Murray, de Laurel, de Brittany Hetzel, de Jos de Mul par la suite, se sont attachés en fait très tôt à montrer qu'il y a du récit, l'importance, alors c'est vrai que c'est lié à l'histoire aussi du jeu vidéo, l'importance des boîtes de jeux vidéo au tout début, où vous aviez du paratexte, hein, on vous racontait quand même une histoire. L'importance de cinématiques, d'introduction, de structure narrative. On retrouve des formes d'actes, les fins de tableau, les levels, voilà. La présence d'une introduction, d'un déroulement, d'une conclusion. Donc au fond, je ne rentre pas dans le détail, mais on a eu une première approche qui a été de dire on voit bien des points communs. Voilà, on va dire il y a des points communs et donc le jeu vidéo renvoie au domaine de la narration. On va voir également, c'est Campman par exemple qui emprunte les modes de focalisation en montrant que chaque jeu vidéo fonctionne sur des modes de récit externes, internes ou zéro. Et donc on mobilise au fond la théorie littéraire pour comprendre ça. Il y a un débat toujours. Alors c'est un faux débat dans la littérature sur le jeu vidéo. On a dit les narratologues contre les ludologues. Certains en disant on mobilise les théories littéraires, d'autres en mobilisant les théories du jeu. En fait, c'est un débat qui n'a pas tellement de sens épistémologiquement, parce que, en gros, ça dépend des objets qu'on travaille. Effectivement, quand on arrive en disant Tetris, il n'y a pas d'histoire, on peut dire s'il y a une faible histoire, il y a une fusée à la fin, il y a une fusée, si on arrive à la fin. Mais bon, en gros, on voit bien que le débat, il est lié aux objets, à l'hétérogénéité, au fond, des objets. Donc, pour vous donner un peu quand même ce débat, qui fait que même si le débat universitaire n'a pas nécessairement beaucoup d'impact sur les pratiques des joueurs, ça a quand même alimenté les game designers sur comment penser, même dans les écoles en fait. Hein. Là, j'ai vu à la Gaîté Lyrique, il y a une table ronde qui va se faire sur le jeu vidéo raconte-t-il des histoires. Vous voyez, c'est un truc qui apparaît très tôt dans la littérature et qui continue. Il y a une thèse assez intéressante de Fanny Barnabé aussi. Enfin, il n'y a pas que elle. Hein. Quand j'étais au Mans, j'ai découvert les études sur le jeu vidéo dans le champ des études littéraires.
Donc voilà, donc il y a ce débat-là, récit, non-récit, et puis des positions, on va dire, intermédiaires, hein. Frédéric Dagès, qui travaillait ici, lui parlait de ludonarration, pour essayer, lui et Weisberg, et puis d'autres aussi, Amato, par la suite, ont essayé de dire, bon, bah, on va prendre la théorie littéraire, et puis on va essayer de construire, ou de l'information, de la communication, et de construire des nouveaux concepts pour penser ces éléments-là. Donc on va parler de ludonarration, de méta-récit. Sébastien Genevaux, qui essaie d'articuler théorie du jeu, théorie de la narration, va parler de narration autogénérative, voilà. Et donc on va aussi parler de lecte-acteur, du spectateur. Vous voyez, on est comment dire, dans de l'innovation conceptuelle et théorique, ou de l'invention. Alors, on peut dire que pourquoi le jeu vidéo a été si narratologisé, c'est-à-dire si associé à la question de l'histoire, du récit. Alors, il me semble que ça tient probablement à des relations pas seulement théoriques, mais aux expériences et à la nature des premiers contenus. Alors, je vous ai mis Pong, qui est le contre-exemple, mais quand on regarde les productions qui vont rapidement émerger, même au moment où le jeu vidéo, dans les années 70, 80, n'est pas complètement un objet, enfin, il est à partir de 72, mais un objet de la culture de masse ou un objet commercial, on va dire. L'importance du texte est quand même centrale, donc on peut comprendre pourquoi on s'est dit, tiens, le jeu vidéo raconte des histoires. Et puis je crois que l'autre raison, c'est la dépendance très forte du jeu vidéo à ses débuts à l'égard d'autres formes culturelles narratives, c'est-à-dire du cinéma, du jeu vidéo, du jouet, de la télévision et du livre. Il me semble que, enfin, c'est la façon dont j'analyse un peu l'histoire du jeu vidéo, c'est-à-dire que le jeu vidéo va pendant longtemps être dans la dette vis-à-vis des autres. C'est-à-dire on va importer, pour Pong, on importe le sport, une logique de sport. On va importer, donc Blanchet a bien montré comment très tôt le cinéma devient un thème d'emprunt du jeu vidéo. Et que le jeu vidéo va s'autonomiser, va devenir un grand garçon assez tardivement, enfin tardivement, au milieu des années 80. Il y a d'autres choses avant, mais il me semble que c'est on y reviendra avec Pac-Man. Alors ces environnements textuels-là, on voit bien sur Colossal Cave Adventure, l'importance du texte, quelque chose qui dure, d'ailleurs, on a encore des jeux textuels très forts, l'affaire Veracruz, ou la question de la lecture, de lire des éléments, donc a probablement amené ces éléments-là. Enfin, cette façon de penser le jeu sous l'angle d'un récit ou d'un texte. Bon. Alors, que le livre soit une source d'emprunt, la littérature soit une source d'emprunt, c'est au fond une vieille histoire du jeu vidéo. Même des jeux qui semblent relativement... Enfin, ils n'apparaissent pas de façon flagrante comme des adaptations. Là, je vous ai mis un exemple de Space War, donc, qui est cité comme... il y a d'autres choses avant, mais bon, comme un des premiers jeux vidéo. Là, je reprends des éléments de Triclo, montre bien que Steve Russell, qui est le créateur de ce jeu-là, montre bien les sources d'inspiration, notamment de la série Lensman de Doc Smith, en disant qu'il y a quelque chose, une expérience littéraire, qu'il a voulu retranscrire dans Space War. Voilà, les descriptions brillantes d'accrochage entre vaisseaux, des manœuvres entre flottilles spatiales. Effectivement, le jeu lui est relativement sommaire, mais il y a cette idée de rechercher ces expériences-là. Donc du livre en jeu vidéo, rapidement, le livre en fait, et la bande dessinée particulièrement, est une source d'adaptation. Les Passagers du Vent, alors il y avait une tradition française aussi, qui est probablement liée à la question de l'auteur, mais puis Sokal, par exemple, des gens comme Sokal, avec la Merzone, Sibéria. Mais donc il y a une proximité en termes de contenu, on va dire, on va adapter, parfois même, donc, comme dans Les Passagers du Vent, on voit cette construction sous forme de cases, Astérix chez Razad, voilà. Donc là, je triche un peu, parce qu'il y a plein de héros adaptés de bandes dessinées où la construction même disparaît au profit d'un gameplay propre aux jeux vidéo, sous forme de tableau, de plateforme. La science-fiction et la fantasy vont être rapidement, voire l'horreur, dans le cadre de Nightbreed, tiré de l'ouvrage et du film aussi de Clive Barker. Bob Moran adapté relativement tôt, Il y avait 3 adaptations, chevalerie, jungle et science-fiction peut-être. Et puis au fond, la littérature enfantine qui va être une source d'emprunt. Donc on voit en termes, à un niveau presque très, très basique, des logiques d'emprunt, d'adaptation de thèmes, de personnages en jeux vidéo.
Alors aujourd'hui, on continue à parler. Donc c'était très fort effectivement dans les premiers jeux, l'importance du texte, mais on continue aujourd'hui à parler de jeux narratifs. C'est devenu un genre, enfin développé par les joueurs. Donc on va vous parler de Walking Dead, par exemple, qu'on qualifie de jeu narratif où il s'agit de se dérouler une histoire sur le modèle du QTE, hein, du Quick Time Event, c'est-à-dire il faut agir très rapidement pour faire dérouler une histoire, il faut faire des choix. Voilà. Donc on est sur l'arborescence, un peu le modèle du livre dont vous êtes le héros. Mais on a cette histoire-là qui continue. Alors, on a des phénomènes d'adaptation complexes. Hein, c'est ce que j'ai évoqué ce matin. J'ai montré à Anne Besson en cachette. C'est les adaptations de livres dont vous êtes le héros, qui effectivement, ça a été évoqué ce matin. Il y a des tentatives de réédition. Mais il me semble qu'il y a des associations derrière de fans en fait qui essaient de. Enfin, c'est ça que je voulais vous demander d'ailleurs. Je vous demanderai. Mais donc on voit émerger sur les tablettes, et pas seulement, hein, mais smartphones, en gros des livres dont vous êtes le héros et dont on voit deux logiques d'adaptation. On pourrait dire une adaptation à minima, où on fait figurer le livre et puis on recolle le texte et on choisit l'arborescence. Et d'une certaine façon, l'expérience n'est pas la même parce qu'on ne peut pas tricher, mais elle essaie d'être l'expérience théorique du livre dont vous êtes le héros. Effectivement, les auteurs présupposent que les joueurs ne trichent pas. Alors ils le savent, mais ils jouent quand même le jeu. Alors que quand on voit des adaptations comme Loup solitaire, donc qui est un jeu qui fonctionne plutôt bien, qui est dans les premières ventes, enfin, c'est en plusieurs actes, hein, donc ça dépend mais au moment de la sortie, il est dans les classements sur l'Apple Store et Google Play. Et en fait, c'est des adaptations, on pourrait dire, si je voulais jouer au jeu du jargon, vidéo gamifié, c'est-à-dire on reprend le livre dont vous êtes le héros, et puis on le retransforme en jeu vidéo, et donc on voit bien enfin on voit pas bien non, mais sur la version donc en bas, vous avez une partie à gauche qui est le livre, et la droite peut se transformer en jeu vidéo, c'est-à-dire du QTE, de gameplay vraiment de jeu vidéo. Ils ont intégré une dynamique, au lieu de régler ça avec des dés qu'on lance ou qu'on lance pas, enfin, on dit qu'on a réussi. Là, vous avez une dynamique propre au jeu vidéo qui est inscrite dans l'élément. Donc il me semble qu'on a des phénomènes d'adaptation, de mise en abîme un peu complexes, avec l'idée de quand est-ce qu'on va réadapter Loup solitaire version jeu vidéo en livre. Donc ces relations-là me semblent... donc on voit bien qu'il y a ce lien-là entre le livre et le jeu vidéo, mais au fond on l'a avec le cinéma, le jouet. Et puis le milieu des années 80 me semble marquer un moment d'autonomisation, c'est-à-dire où le jeu vidéo fait référence à lui-même et puis devient un support d'export. Voilà. Alors il y a des choses avant, mais Pac-Man, en termes de pratique et de massification, me semble marquer précisément ce moment qui est début des années 80, au milieu des années 80. Pac-Man qui devient un dessin animé, donc qui va s'exporter sur un autre média, qui va rentrer dans la logique transmédiatique, mais en étant cette fois à l'origine, puis un jeu de société, des albums, des histoires pour les enfants de Pac-Man. Et on va voir, alors là je m'appuie sur tes travaux, je peux les revérifier, mais tu repères donc à partir début des années 80 les romans Zor, qui sont des romans dont vous êtes le héros, qui sont des adaptations de jeux vidéo. Et puis le phénomène semble être un peu plus important aux États-Unis dans les années 80, mais arrivé plus tardivement en France, hein, dans les années 90, c'est la création de romans à partir de jeux vidéo. Donc moi, ce que j'avais repéré jusque-là, c'était plutôt des dessins animés, donc avec Mario. Il y a eu des romans, il y a eu des cahiers de vacances, des choses comme ça, Nintendo. Et puis du roman à partir de jeux vidéo, donc c'est dans les années 90 en France, c'est plutôt aux États-Unis. Et il semble qu'il y a une phase d'accélération quand on regarde la liste des publications à partir des années 2000. Donc Diablo, Starcraft, Halo, Resident Evil, Warcraft, voilà, toute cette série-là, je ne les ai pas tous notés. Alors à un certain niveau, on peut se dire, oui, adapter quelque chose qui vient du jeu renvoie au fond à, je reprends le terme de Pierre Bruno, mais je crois qu'il l'emprunte lui aussi, de traditionnalisme rénové. Effectivement, on l'a évoqué, l'idée de figures de la culture ludique qui sont racontées, mais ça aussi tu l'analyses dans, je crois, l'article La Ronde des Jouets, dans le collectif là-dessus, sur les romans, sur Mishka, voilà, ces éléments-là. Mais Michel Manson aussi avait travaillé sur cette tradition en fait, d'adaptation de jouets en roman.
Et puis, on peut voir aussi que c'est ce qu'on appelle le transmédia, mais qu'il y a ce phénomène d'accélération, de transmédiation, et que les univers de jeu sont devenus des univers d'adaptation qui circulent de lieu en lieu. Avec, alors on le connaissait pour les figurines Warhammer, qui ont été des livres, le jeu de rôle aussi, Dragonlance, le monde de World of Darkness, tout ça, ça a été évoqué dans les jours précédents. Et peut-être plus intéressant, il me semble, c'est comment l'industrie du jouet, qui a très tôt fait de l'adaptation en dessin animé, devient des adaptations de films. Bon, les maîtres de l'univers avaient déjà été faits, hein, mais là, on voit bien avec des trucs comme Transformers, G.I. Joe, Lego, des formes d'adaptation qui visent plus nécessairement les enfants, en tout cas dans le cas de G.I. Joe, avec... Alors, contrairement peut-être à ce qui se dit, enfin, parfois on a une vision en se disant il y a bien des propriétés spécifiques à des univers, c'est pour ça qu'en fait ils sont riches et qu'on les adapte. On n'en a pas assez parlé, je crois, mais j'étais assez sidéré quand même de voir qu'on puisse adapter la bataille navale au cinéma. Voilà. Je suis pas certain qu'on a un univers très dense, hein, au sens littéraire, mais on a réussi à en faire une adaptation. Donc il y a bien un phénomène peut-être d'emprunt à la culture ludique, même à l'unité minimale. Je recycle, désolé Anne, un gag, enfin pas un gag, si un peu. C'était une proposition que j'avais faite au colloque du Mans, qui était d'adapter le jeu le plus joué en France, le solitaire et le démineur, sous forme de roman. C'est une proposition, si des éditeurs sont intéressés, je suis prêt à écrire l'histoire. Donc, il me semble dans cette logique éditoriale, de publication, donc là je reprends les analyses de Mathieu Le Tourneux, donc tu distingues en fait trois logiques, hein, les romans qui vont reprendre les thèmes et les personnages pour des intrigues originales, celles dont tu montres, je crois que tu reprends StarCraft, en fait qui prennent aussi presque l'expérience qui est produite dans le jeu, si on raconte une histoire, une bagarre, et puis des novélisations stricto sensu, voilà. Donc là où on reprend directement l'histoire évoquée dans le jeu. Donc voilà un peu, c'était pour tracer... Il reste combien de temps? Je sais pas, je vais regarder. Il me restait 10 minutes, c'est ça? Ouais, c'est pas mal. Donc ça c'était, comment dire, là je m'aventurais sur, je vais dire, une vision un peu générale et très large, mais pour arriver au fond à, bon on voit bien qu'il y a du transmédia, mais au-delà des analyses plutôt internes ou parfois marketing économique, socio-économique, des transformations, c'était de savoir en fait qui sont ces lecteurs d'ouvrages, quel sens, signification ils leur attribuent, quelle grille critique, esthétique est mobilisée. Et c'est donc des éléments que je vais vous présenter qui est donc issu d'un travail qui avait été fait sur un travail de sociologie de World of Warcraft. Alors pour situer rapidement, hein, World of Warcraft c'est un exemple de monde virtuel en expansion, d'univers étendu, à l'origine donc un jeu vidéo en 94, suivi par 2 autres titres hein, qui vont marcher aussi bien. Puis Blizzard est une société qui a du succès, qui produit Diablo, qui produit StarCraft. Et puis donc à partir de 2004, World of Warcraft, donc là en bas vous avez la série des titres, hein, World of Warcraft propose un MMO qui est, donc contrairement aux jeux précédents, qui vous propose d'incarner, de rentrer complètement, d'interpréter un personnage dans l'univers virtuel d'Azeroth, qui est le nom d'Azeroth, qui est le nom de l'univers de Warcraft. Donc à partir de ce jeu vidéo, on voit très rapidement une espèce de Big Bang, un truc qui explose, et puis vous en avez plein partout, vous en avez trop. Donc vous allez avoir des bandes dessinées, du jeu de rôle, hein, qu'on oublie un peu, du jeu de figurines, du jeu de cartes à collectionner, du jeu de société. Alors tantôt en imitation, je pense qu'on pourrait reprendre le modèle que tu présentes, en regardant en fait ceux qui utilisent le thème simplement, ceux qui essaient de reproduire, comme le cas du jeu de société Warcraft 3, enfin qui reprend le modèle de Warcraft 3, qui essaie de simuler... il y a eu un autre jeu de société qui essayait de simuler le MMO. Donc il me semble qu'il y en a qui sont dans des logiques d'imitation et d'autres dans des logiques effectivement de gameplay original. Et peut-être ça marcherait, enfin il faudrait tester. Et puis tous ces produits, bon, on est sur le modèle qu'on a dans les romans Star Wars, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une timeline, que tout ça n'est pas complètement... que les éditeurs ont une vision qui contrôle tout ça. Bon, dans la réalité... l'hypothèse que j'ai quand même, c'est que les éditeurs sont complètement dépassés par leur truc transmédiatique. Quand on regarde l'histoire de Detective Comics, à un moment, ils ont fait Infinite Crisis, c'est-à-dire ils ont tout détruit, parce qu'ils ne savaient plus, ils avaient 3 Flash, 4 Flash, 5 Superman, 5 séries en même temps, donc il fallait remettre ça à jour. Et je pense que ce qu'a fait Disney récemment avec Star Wars relève de la même logique, qui est de dire on ne peut plus tenir cette espèce d'univers d'expansion, mais qui est complètement chaotique.
Donc on voit quand même, cette timeline me semble intéressante parce qu'elle intègre non seulement les romans, hein, donc on voit des romans qui reviennent sur l'origine du monde, et puis aussi des jeux de cartes qui s'insèrent à tel moment, entre deux romans. Donc on a des phénomènes de timeline, on va dire, d'univers étendu, relativement complexes et subtils en termes de date et de précision. À ces phénomènes-là, on a ce que j'appelle la transmédiation clandestine, c'est-à-dire des choses qui semblent un peu sympas. Alors, dans le monde des joueurs de World of Warcraft, cet épisode est culte, on pourrait dire, est connu. Vous connaissez South Park, donc les adolescents rencontrent ils jouent à World of Warcraft, ils rencontrent dans World of Warcraft un joueur surpuissant qu'ils n'arrivent pas à vaincre. C'est un no-life, et en fait, c'est les éditeurs qui ont ce problème-là. Et donc les enfants, les éditeurs rencontrent les enfants de South Park, leur donnent l'épée des 1000 vérités, et pour tuer le no-life qui détruit, en fait, qui tue tout le monde dans l'univers, qui est devenu. Voilà. Et la question, c'est comment on tue quelqu'un qui n'a pas de vie. Donc ils deviennent obèses, et on a une espèce de critique sociale au fond de South Park. On les voit, ils font caca dans des seaux, les parents vident les seaux, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la fois c'est une critique, c'est marrant, mais en fait c'est une logique transmédiatique et c'est une logique marketing très forte. C'est-à-dire qu'en fait des accords avaient été passés entre South Park et les éditeurs de Blizzard. L'épée des 1000 vérités qui apparaît dans le jeu vidéo, dans le dessin animé, apparaît plus tard dans le jeu de cartes. Elle apparaîtra aussi dans une quête qui s'appellera du même nom, Make Love No Warcraft. Et au fond, si j'étais un philosophe critique, ou si j'allais du côté de Baudrillard, hein, effectivement, parfois c'est un peu très réac, mais ça pose quand même la question de quand les médias font la critique eux-mêmes, en fait. Du coup, tout le monde est désarmé, la critique est plus possible. Et puis, si on prend cette perspective critique-là, on peut voir, du côté de Klein notamment, que ça permet aussi de saturer les espaces de la culture juvénile partout avec un même produit. Alors, quand on regarde du côté de la réception, quand on regarde quand même sur les romans Warcraft, on est sur une pratique de fan. Les lecteurs de Warcraft sont quand même des fans de Warcraft. Et on voit rapidement, donc ça c'est des éléments du questionnaire, hein, c'est une enquête sur plusieurs milliers de joueurs, donc 4% en fait des joueurs, hein, de la masse se considéraient comme des fans, et près de 1% citaient les romans Warcraft comme des livres cultes. Voilà. Et donc on voit, je vous ai mis quelques extraits d'entretien qui avaient été menés, la façon dont pour eux en fait c'est une continuité, explorer un même univers autrement. Quelques rares critiques littéraires sont souvent mobilisées, hein, donc là, je m'appuie à la fois sur les entretiens et sur les analyses de forums, mais dans les statistiques, c'était relativement faible. Au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont rarement analysés en termes de qualité esthétique, d'écriture, en fait, de style, mais en termes de cohérence et d'architecture. Et il me semble que, donc du coup, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on juge quand on lit, quelle grille on mobilise, en fait. C'est quoi un goût, quel goût on a, comment caractériser ce goût-là. Et on voit bien, hein, tout dépend de ce que tu recherches dans un livre. Si c'est le style, la profondeur, tu passes ton chemin. Si c'est pour le background de l'univers, je pense que ça peut être pas mal. Donc ça dit bien quelque chose de la réalité en fait de ces objets-là. Ce qui est central en fait dans le jugement, ça c'est un forum par exemple de discussion, c'est le background. Au fond, on va juger un livre non pas tellement sur l'orthographe, la qualité du style, la qualité de l'intrigue, mais au fond, est-ce qu'il s'insère bien dans l'histoire et est-ce qu'il apporte quelque chose à l'échafaudage général. Donc on voit bien là, c'est sur Warcraft, le chef de la rébellion, qui revient sur le personnage de Thrall. Et on voit que ce qui est en jeu dans la discussion, c'est bien l'éclairage qui est apporté. Au-delà de Warcraft, on voit bien aussi que ce qui est discuté de ces romans Warcraft, c'est ce qu'ils apportent à l'univers, en fait leur adaptabilité à s'insérer dans l'univers de Warcraft, mais au fond ce que Warcraft en général apporte à la fantasy. Et la plupart des éléments qu'on trouve sur les forums, c'est des discussions aussi sur comment Azeroth s'inscrit dans la fantasy. Et donc les analyses autour de qu'est-ce que ça apporte à Tolkien, quel rapport avec Tolkien. Tolkien était la référence centrale dans les débats un peu savants autour des romans Warcraft. Donc se développe, on pourrait dire, chez les passionnés un goût spécifique, hein, qui consiste à analyser ces produits non pas comme des livres, mais comme des éléments de plus ou moins bonne facture d'une architecture plus large, à la fois Azeroth et ce que Azeroth est à la fantasy. On voit bien c'est quoi ce délire de comparer Zola, parce que dans un des débats, je l'ai passé rapidement, il y a un type qui dit c'est pas Zola, et, mais qu'est-ce que tu...
Donc, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec Zola? On n'est pas du tout là pour parler de littérature, en fait. Il le dit bien, hein, c'est pas un forum sur la littérature, mais sur Warcraft. Et pourtant, il parle de livres Warcraft. Donc voilà, on voit bien cette discussion voilà, sur les elfes de la nuit. Ça, c'est un extrait d'entretien de type qui critique en fait les orques et les trolls, enfin, qui critique les trolls et pas les orques au rapport d'autres formes de jeux. Les débats aussi portent à la fantasy, puis à la culture ludique en général, hein, les rapports entre Warhammer 40 000 et Starcraft. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de filiation qui se fait non seulement entre des genres littéraires, puis entre des genres de jeux, et puis entre des backgrounds différents. Ce qui caractérise également ces éléments-là, c'est quand même des formes d'érudition, quoi qu'on en dise, hein. Parfois, je veux dire d'une finesse, s'ils disent que les Eredar sont une race perverse de sorciers diaboliques, et s'ils disent de l'autre qu'ils sont super intelligents. Donc on va aller chercher vraiment, parfois dans des détails, dans des trucs un peu cachés, des cohérences, des incohérences. Donc il me semble qu'on peut parler au sens où Pierre Bruno parlait de pratique savante du jeu vidéo, c'est qu'on est quand même sur des formes d'érudition, de consommation savante. Et oui, ça colle, c'est historique. Tous ceux qui sont capables de vous faire des liens entre les MMO, les cartes, qui vont vous dire mais tel auteur, tel illustrateur a illustré la boîte de tel jeu et puis aussi de telle carte, et puis voilà. Donc il me semble qu'on peut parler au sens d'érudition et de consommation savante, de capacité à développer un regard critique, à mettre en lien des objets divers, voilà, dans des perspectives parfois historiques ou pseudo-historiques en fonction de la timeline. Et puis le dernier point qui me semble important est les dernières formes de réception que j'ai mis en dernier, mais qui est au fond une des réceptions les plus importantes dans les discours des joueurs, mais aussi dans les pratiques, hein, quand on regarde comment les joueurs jouent. C'est que ces jeux fonctionnent quand même comme, enfin ces livres fonctionnent comme ce que j'appelle les exhausteurs de jeu, comme il y a des exhausteurs de goût, c'est-à-dire la façon dont la lecture permet d'augmenter l'expérience de jeu. Là, vous avez deux extraits, enfin notamment un qui est assez intéressant, qui dit donc j'ai beaucoup aimé tous ces livres, en particulier Le Chef de la Rébellion. C'est vrai qu'à titre personnel, c'est le moins mauvais de celui que j'ai lu. Et depuis, à chaque fois que je vais voir Thrall, donc c'est un des personnages qu'on trouve, c'est un orc, mais qu'on trouve dans le MMO. Je m'agenouille devant lui. Donc, en fait, le fait d'avoir lu l'histoire de ce personnage-là a eu un impact sur sa pratique. Et c'est des éléments qu'on trouve, au fond, dans d'autres éléments. Là, je vous en ai mis deux. Hein. Mais, dit, quand je joue aux cartes, ça me rappelle des parties. Ou des fois, quand je suis connecté, entre midi et deux, on se fait une partie. Ça prépare la partie du soir du week-end. Et donc, ces éléments, que ce soit des livres ou des cartes, sont mis au même niveau, autour quand même de l'univers original qui est un jeu vidéo, avec l'idée que ça augmente l'expérience de jeu. Donc ma conclusion, je suis pas mal, hein. 31. Une conclusion et puis quelques éléments de débat. Donc il me semble qu'on voit bien dans les romans World of Warcraft une caractéristique très générale, mais qui était décrite ailleurs. Hein. Là, j'avoue que je fais qu'illustrer des choses qui ont été dites par Jenkins ou d'autres. Qui me semble bien que bon, ça s'inscrit dans ces processus-là, que c'est des univers, des fictions qui sont en fait en jeu dans tous ces éléments-là, et qu'il s'agit de dessins animés de la Guerre des Étoiles, de bandes dessinées World of Warcraft, de romans ou de films comme les jugements qu'on voit à l'œuvre de ces œuvres-là sont pas tellement liés aux critères formels du média. C'est-à-dire qu'on va pas tellement juger. Enfin, ça va rentrer en jeu, mais au fond, la critique qui est derrière, c'est pas seulement est-ce que c'est bien écrit, est-ce que c'est bien construit, est-ce que c'est bien filmé dans le cas d'un film, mais est-ce que ça s'intègre bien, au fond, dans l'univers de référence. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'analyser, je ne dis pas qu'ils ne le font pas, hein, mais de le considérer au regard toujours d'un ensemble plus large, et celui de la fiction d'un mythe dont il est au fait qu'un élément et auquel il contribue. Alors, ce sera le dernier point, en fait, plutôt de débat, de réflexion, hein, que je m'attribue aussi j'attribue en fait, aux travaux sur les transmédias et puis à moi aussi dans l'analyse, c'est que la difficulté de ces analyses de réception, et je pense que c'est le problème des études de fans, c'est qu'on est toujours sur des analyses et des pratiques d'engagement intensif. C'est-à-dire qu'on voit, et donc ça donne à voir au fond des gens qui s'engagent dans des pratiques, on pourrait dire de pratiques savantes, hein, d'érudition, de culture participative médiatique, hein. Mais en fait, parce qu'on ne voit plus du tout les réceptions faibles. C'est-à-dire des gens qui lisent ça, qui n'en pensent rien, ou qui ne lisent pas complètement. Alors c'est vrai de d'autres choses, mais qu'est-ce qui se passe de la non-participation ?
Et au fond, c'est la même chose que j'ai attribué, j'ai déjà dit un peu, mais c'est qu'est-ce qui se passe avec le solitaire? Je veux dire, j'ai rigolé avec le solitaire en vous montrant des éléments là, mais les études sur le jeu vidéo vous montrent les joueurs les plus actifs, la scène la plus active, mais au fond, elle n'est que rien par rapport à l'immensité des gens qui ne jouent pas, ou alors qui jouent peu ou qui jouent faiblement. Voilà. Et donc, je pense que c'est quelque chose à interroger dans nos réflexions et dans nos analyses sur à la fois les réceptions et aussi parfois le discours qu'on peut avoir très enthousiaste sur ces pratiques participatives, parce que précisément, en fait, on ne regarde je veux dire, que le haut du panier, en fait, que les pratiques les plus intensives. Et puis je terminerai là. Merci. Merci beaucoup.